Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du dimanche. Et on est bien dimanche et pas jeudi, comme j'ai pu le dire dans ma vidéo du Mystère dit. Désolée, c'était Thanksgiving ici et du coup j'étais complètement en mode vibe du dimanche. Bref, aujourd'hui, sans attendre, on rentre directement dans le sujet car c'est un assez gros bloc. Chose promise, chose due, je vous avais dit que je le ferais et c'est bel et bien aujourd'hui que nous allons parler des mystères du Grand Canyon. Il existe dans l'histoire américaine des articles dont l'existence ne devrait rien changer à la trajectoire du pays. Des textes publiés dans les journaux locaux qui auraient dû se dissoudre dans la poussière du temps et qui, pourtant, persistent à réapparaître sous des formes fragmentaires, comme si le passé lui-même refusait de disparaître complètement. Le 5 avril 1909 appartient à cette catégorie si particulière. En effet, le 5 avril 1909, l'Arizona Gazette publie en première page un article dont la nature, le ton et le contenu ne ressemblent à rien de ce que l'on retrouve habituellement dans la presse régionale de l'époque. Un texte qui décrit avec une précision inhabituelle la découverte d'une structure souterraine immense dans une zone du Grand Canyon que personne, en 1909 bien sûr, n'était censé explorer avec autant d'assurance. Ce récit, qui aurait dû rester une curiosité locale parmi d'autres, a pourtant laissé derrière lui une trace bien plus étrange que son contenu. La difficulté presque systématique, vous allez comprendre, à retrouver l'édition originale dans les archives officielles. Parce que, en toute transparence, sachez quand même que lorsque l'on tente aujourd'hui de consulter ce numéro du journal, on découvre une situation hyper confuse. Les exemplaires conservés dans certaines bibliothèques sont incomplets, les microfilms présentent des lacunes et les fonds accessibles en ligne ne proposent que des fragments, de courts fragments de cette période. Rien qui en soit, de prime abord, je vous l'accorde, ne prouve une suppression volontaire, mais quand même suffisamment d'irrégularité pour obliger chercheurs indépendants et historiens amateurs à se tourner vers d'autres sources, notamment des reproductions privées, des microfilms anciens numérisés dans les années 1990 et des copies photographiées bien avant que les archives ne deviennent lacunaires. C'est grâce à ces duplicata concordants et recoupés que l'on peut encore lire aujourd'hui l'intégralité du texte publié dans l'Arizona Gazette ce matin-là. Et c'est précisément à partir de ces versions secondaires que je vais vous en lire la transcription fidèle. J.A. Kincaid a atteint le Grand Canyon après un voyage solitaire sur le Colorado. Il a découvert, à environ 42 miles en amont d'El Tovar Crystal Canyon, une entrée artificielle donnant sur une cité souterraine colossale. L'entrée est située à 1486 pieds au-dessus du niveau de la rivière, dans une falaise quasiment inaccessible. La cité contient une avenue principale de 12 pieds de large et 100 pieds de haut, s'étendant sur plusieurs miles. Les salles latérales sont de tailles variées, certaines atteignant 30 pieds par 40. On a trouvé des hiéroglyphes, des urnes, des objets en cuivre d'une dureté inconnue, une idole grise assise en tailleur tenant un lotus bleu. Et dans une crypte finale, plus de 50 momies de plus de 9 pieds de haut assises en cercle autour d'un autel. Tout indique une civilisation d'origine égyptienne ou tibétaine plus ancienne que toute culture connue en Amérique. Le professeur S.A. Jordan du Smithsonian dirige maintenant l'expédition complète. Ce texte, déjà exceptionnel en soi, convenez-en, devient encore plus troublant lorsque l'on examine ce qui s'est produit immédiatement après sa publication. Vous l'avez compris les amis, nous allons plonger aujourd'hui dans un récit absolument abyssal. Mais avant de commencer ce dossier, je voudrais remercier mon partenaire du jour, Legal Place. Vous savez, quand on crée quelque chose, que ce soit une société, un projet ou même une chaîne YouTube, on pense d'abord à l'idée, à la vision, à la liberté. Mais souvent, ce qu'on oublie, trop souvent d'ailleurs, c'est tout ce qu'il y a derrière. La paperasse, les formalités, les adresses de domiciliation, les dépôts de capital, les PV d'assemblée, et j'en passe et des meilleurs. Bref, tout ce qu'on ne nous apprend jamais et qu'on ne connaît pas. Et justement, j'ai découvert Legal Place, une plateforme française qui a littéralement simplifié la vie de centaines de milliers d'entrepreneurs.
Leur promesse est simple. Vous restez concentré sur votre activité pendant que eux, ils s'occupent de tout le reste. Un vrai gain de temps. En pratique, tout se fait en ligne en quelques minutes. Vous remplissez des formulaires intelligents et leur formaliste révise votre dossier en 24 heures chrono. Dites-vous qu'ils gèrent la création d'entreprise, la domiciliation, la comptabilité, les obligations juridiques et même le compte professionnel avec carte Mastercard. Et si vous êtes déjà entrepreneur, ils peuvent carrément centraliser votre courrier, le scanner, le renvoyer en PDF et même vous proposer des salles de réunion sur place. C'est ultra clair, ultra fluide et surtout transparent. Vous suivez votre dossier en temps réel, depuis votre espace client jusqu'à l'obtention de votre cabis. Et quand on sait qu'ils ont déjà accompagné plus de 300 000 entrepreneurs et qu'ils sont notés 4,4 sur 5 sur Trustpilot, on comprend pourquoi Legal Place est devenu la référence. Alors, si vous êtes en train de lancer votre activité ou que vous en avez marre de la paperasse, je vous mets le lien juste en dessous, en barre de description. Prenez 5 minutes pour découvrir la plateforme, vous verrez, ça change vraiment la façon de gérer une entreprise. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en description, je le répète, mais aussi en commentaire épinglé de cette vidéo pour bénéficier de moins 15% avec mon code MAZIKIN15. N'hésitez pas, vous ne serez pas déçus et vous me remercierez pour le temps que ça vous aura permis de gagner. Allez, il est maintenant temps de rentrer dans le vif de notre sujet. Alors installez-vous confortablement, thé, café, matcha, popcorn, on y go, on y va et c'est maintenant les amis. Pour comprendre donc ce qui va suivre, il faut d'abord bien saisir que rien dans les archives officielles ne permet d'expliquer la disparition coordonnée des personnes impliquées dans toute cette histoire. Et que c'est précisément à partir de ce silence soudain que le dossier prend une dimension totalement différente. J.A. Kincaid disparaît donc de l'histoire comme si son nom n'avait été qu'un pseudonyme posé pour l'occasion. Le mystérieux professeur Jordan du Smithsonian disparaît lui aussi, absorbé dans la masse anonyme des chercheurs qu'on ne retrouve nulle part. Et surtout, les 18 chercheurs de l'institution, tous nommés comme participants à l'expédition, tous reconnus dans d'autres travaux, tous habitués à publier compulsivement le moindre relevé de terrain, se taisent, cette fois, d'un seul bloc. Pas un rapport, pas une note interne, pas un journal de fouille, pas une lettre à un collègue. Le Smithsonian, réputé pour son obsession de tout archiver jusqu'aux objets les plus triviaux de la vie américaine, ne laisse aucune trace d'une expédition qui aurait pourtant constitué, si elle était bien évidemment réelle, parce qu'on va dire si, la découverte archéologique la plus spectaculaire de son siècle. Pour comprendre pourquoi cette page a été retirée, il faut déplacer le regard du simple récit d'exploration vers ce qu'est réellement le Grand Canyon. À la surface, on voit une carte postale, un paysage de strates colorées où des bus déposent des touristes qui prennent des selfies au bord du vide. Je plaide coupable, je l'ai fait. Sous cette couche Instagram, il y a autre chose. Un gouffre géologique où les roches les plus anciennes affleurent, où l'on lit 2 milliards d'années d'histoire terrestre à nu, où les failles, les couches, les plis racontent un temps qui n'a plus rien à voir avec le nôtre. Et encore en dessous de ça, dans les récits des peuples autochtones, Hopi, Zuni, Navajo, Havasupai, il existe un 3e canyon, invisible, fait de cavernes, de tunnels, de salles immenses, de lieux où les ancêtres se sont réfugiés, où les mondes se sont croisés, où la lumière ne vient pas du soleil, mais de la pierre elle-même. Les Hopi parlent de mondes successifs, de 4 âges, de civilisations entières anéanties, puis abritées sous terre par les Ant People,
ces gens fourmis, qui ne sont pas décrits comme des insectes, mais comme des êtres intelligents, vivant dans les entrailles de la terre, gardiens des passages, instructeurs silencieux de l'humanité. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le peuple Hopi, sur le peuple fourmi. Je vous la mets en barre de description de cette vidéo-ci. Ils disent que leurs ancêtres sont sortis des cavernes pour revenir à la surface lorsque le monde précédent a été détruit, justement dans la région du Grand Canyon, par des ouvertures appelées Sipapuni. Sipapuni, c'est véridique. Ils disent que certaines cavernes ne sont pas seulement des refuges, mais des lieux de transformation, des matrices. Et cette idée de grotte initiatique, où l'on descend pour devenir autre, on la retrouve partout, sachez-le, dans les Kivas Pueblo, dans les sanctuaires souterrains égyptiens, dans les grottes des yogis tibétains, dans les complexes creusés à même la roche en Inde. Toujours la même logique. La terre comme interface, la grotte comme laboratoire, la pierre comme amplificateur de conscience. Quand Kincaid, dans son article, parle d'une avenue de 12 pieds de large et 100 pieds de haut, de salles rectangulaires, d'urnes, de hiéroglyphes, d'objets en cuivre trop durs pour les techniques connues, de momies géantes disposées en cercle autour d'un autel, nous ne sommes plus dans la grotte naturelle, mais dans l'architecture, l'ingénierie, la décision. À cette hauteur, dans la falaise, la géologie classique ne prévoit pas ce type de cavité structurée. Pour qu'une telle structure existe, il faut une intervention. Et pour que cette intervention ait été faite avant l'arrivée des Européens, il faut clairement accepter l'idée d'une autre chronologie, d'un autre niveau technologique, d'une autre civilisation. Surtout que lorsque l'on se tourne vers les coordonnées actuelles du canyon, et surtout vers les zones officiellement interdites, on tombe toujours sur les mêmes points. Comme si un filet invisible avait été jeté sur certaines sections du relief. Les coordonnées, je l'ai dit, je les note. Et justement, beaucoup considèrent ces coordonnées comme l'emplacement probable de l'entrée de Kincaid. Mais ce n'est pas tout, car des mystères autour de ces coordonnées, il y en a pléthore. Il y a aussi le secteur des anciens greniers de Nakoweb, où on voit ces petites alcôves taillées dans la falaise, que les archéologues appellent des greniers, officiellement des soi-disant chambres de stockage précolombiennes. Précolombiennes, attention, dans le sens avant Christophe Colomb. Les Colombiens n'ont rien à faire là. Mais bon, donc perchées à des hauteurs absurdes, à des endroits où personne n'aurait l'idée de grimper sans raison. Je le répète, narratif officiel désigne ça comme de simples greniers, même si personne n'a jamais expliqué comment des peuples sédentaires auraient stocké leur nourriture à 200 mètres au-dessus du sol, sans échelle, sans plateforme, sans trace d'accès, dans la paroi la plus exposée du canyon. C'est le genre de détails que l'archéologie classe dans les curiosités, mais que les anciens Hopi, eux, reliaient à toute autre chose dans leur tradition morale. Certaines cavités haut perchées sont des lieux de communication avec le peuple fourmi, des zones liées au monde souterrain, des lieux où la roche respire et parle. Voilà leur tradition, voilà ce qu'ils croient. Et justement, des randonneurs témoignent encore aujourd'hui y avoir entendu des chants et autres murmures venus de sous la roche. Il y a aussi les anomalies thermiques détectées sous Isis Temple. Parce que oui, tiens, il y a un endroit dans le Grand Canyon qu'on a appelé Isis Temple. Un nom qui n'a strictement aucun rapport avec les cultures locales, avec les traditions Hopi, Navajo ou Havasupai, et qui n'a jamais vraiment reçu d'explication cohérente. Ils auraient pu l'appeler Mimiciku, mais non, ils ont dit Isis, pas comprendre, mais c'est bizarre. On aurait pu puiser dans les langues indigènes, dans les récits des clans, dans les mythologies du canyon lui-même. Mais non, ils ont choisi le nom d'une déesse égyptienne. Ici, au cœur de l'Arizona, à plusieurs milliers de kilomètres du moindre désert nilotique. Comprenez, quid de la compréhension? Et ce choix devient encore plus difficile à ignorer lorsque l'on se souvient que quelques décennies plus tard, un article effacé des archives décrivait justement une idole, un lotus, des hiéroglyphes et une cité d'allure égyptienne cachée dans ces mêmes falaises.
On peut appeler ça une coïncidence, mais si c'est une coïncidence, en voilà une qui tombe étrangement juste. De plus, c'est dans le secteur d'Isis Temple, justement, qu'un cliché thermographique du satellite KH-11 en 1978 avait révélé une poche de chaleur totalement anormale. Plus de 420 degrés Celsius sous 800 mètres de roche, sans qu'aucune activité géologique ne puisse l'expliquer. Puis il y a encore Marble Canyon, cette portion du fleuve que même les Rangers évoquent avec un léger recul, comme si le simple fait d'en parler trop longtemps risquait d'ouvrir quelque chose qu'ils préfèrent laisser fermer. C'est un goulet de pierre où la rivière s'enfonce entre des parois si hautes qu'on a parfois l'impression d'être observé depuis un endroit qui n'existe pas vraiment. Un couloir où les choses ne disparaissent pas, elles se défont. Ça m'a fait penser à la pyramide. On y parle de nombreuses lumières mystérieuses, la nuit venue, encore une fois, comme pour les pyramides. Depuis quelques années, sachez-le, plusieurs dossiers restent en suspens, tous regroupés dans la même section du canyon, comme si le lieu possédait sa propre logique, son propre calendrier. Un photographe qui s'évanouit entre deux prises, laissant derrière lui un trépied parfaitement planté dans la poussière. Un couple retrouvé uniquement par leur sac, posé côte à côte, intact, comme si la scène avait été arrangée par une main extérieure. Deux alpinistes encore, qui se décrochent de leurs cordes, sans chute, sans impact, sans aucune trace dans la paroi. Et le dernier en date, en 2025, un guide expérimenté, dont la voix, juste avant l'interruption radio, parle d'une lueur qui semble naître non pas de derrière la roche, ni de au-dessus de la roche, mais bel et bien à l'intérieur. Sachez que dans cette zone, les GPS n'indiquent plus vraiment le nord, les drones perdent leur horizon, les compas tournent sur eux-mêmes, et certains témoins parlent de vibrations qui montent de la pierre comme une respiration inversée. Marble Canyon ne se contente pas de cacher, il absorbe, et parfois, il renvoie le silence comme seule explication. Et puis il y a ce secteur aussi, que certains anciens Hopis désignent encore sous un nom qui n'a jamais figuré sous aucune carte officielle. Le lotus bleu. Un terme étrange, presque étranger à ces terres, et qui pourtant revient dans plusieurs récits, comme une manière poétique de décrire un lieu où la pierre s'ouvrirait brièvement sur une lumière froide. Ce nom existe dans les traditions orales. Il réapparaît dans des témoignages modernes et il figure justement même dans l'article disparu de 1909 où l'on mentionne une idole au lotus bleu posée au centre d'une salle souterraine. Quand même, les amis, quand un même symbole traverse les récits de trois époques, sans jamais changer de forme, on ne parle plus vraiment de folklore. On parle d'un motif, et les motifs dans le canyon n'apparaissent jamais, par hasard. Sachez aussi que quand vous zoomez sur ces régions dans Google Earth, l'image se brouille exactement là où il faudrait qu'elle reste nette. Et lorsque vous tentez d'y accéder à pied, je l'ai fait, les rangers changent de visage. Ceux qui surveillent ces zones ne ressemblent absolument plus à des guides touristiques. On y voit des patrouilles armées, des hélicoptères noirs qui apparaissent une seconde sur Flight Radar avant de complètement disparaître, des équipes venues de Page Municipal Airport sans aucune communication radio. Et derrière ce dispositif, on retrouve toujours les mêmes noms. Les responsables du National Park Service, des représentants à Havasupai, des cadres du Smithsonian et même un colonel du département de la Défense chargé de la surveillance aérienne de l'Ouest. Une superposition d'autorités qui ne se croisent jamais, mais qui maintiennent toute la même portion du canyon sous clé. Comme si chacun, sans le savoir, gardait un fragment du même secret. Quand même, dans les coulisses, des figures comme Edward T. McGivern pour le NPS, Rex Tiluzzi côté Havasupai, Lonnie J. Bunch III au Smithsonian, Anne Feinup Riordan pour les collections ethnologiques et un colonel Mark R. Peterson pour la surveillance aérienne forment une grille humaine, un damier d'autorité superposé autour de la même zone comme si chacun tenait un bout de chaîne sans jamais voir l'ensemble. Je vous le disais, les témoignages qui remontent depuis quelques années ne font qu'épaissir le mystère. L'un des témoignages, d'ailleurs, nous vient d'un ex-ranger, son pseudonyme Gus Walker, qui raconte qu'en 2018, durant une inspection de sécurité dans une zone fermée au public, lui et ses deux collègues
aurait réouvert une fissure, pénétré dans une grande salle et vu une idole assise, un lotus sculpté, un cristal placé devant elle qui semblait absorber la lumière et la renvoyer d'une manière presque organique. L'un de ses collègues, par défi, aurait touché le cristal. 2 mois plus tard, l'homme a les cheveux blancs, la peau marquée, comme s'il avait pris 15 ans. Les 3 membres de l'équipe sont alors licenciés dès le lendemain. Dossier clos, aucun rapport officiel. Un anonyme encore, en 2024, bivouac près de Nankowip, entend sous ses pieds des chants graves, rythmés, proches de psalmodies tibétaines. Puis il voit un hélicoptère noir surgir sans lumière et leur intimer, par haut-parleur, de décrocher immédiatement leur tente et de partir. On a aussi un rangeur en poste qui raconte à un magazine survivaliste que lors d'une opération de maintenance en 2022, ils ont constaté que certaines statues dans une cavité interdite étaient légèrement luminescentes la nuit, que des signes gravés sur les murs réagissaient comme si une énergie les faisait briller de l'intérieur et que tous les appareils électroniques se mettaient alors à dysfonctionner. Un pilote de drone encore, Canyon Whisperer, filmé en 2025 une fissure luminescente à 1200 pieds d'où sort une boule de lumière silencieuse. 3 heures plus tard, les agents du NPS et des forces fédérales saisissent tout son matériel. Le 3 octobre de la même année, un pilote d'hélicoptère touristique cette fois voit à 4h12 du matin un disque métallique se détacher verticalement d'une paroi, filer à vitesse supersonique sans aucun bruit avant que sa vidéo ne soit confisquée directement à l'atterrissage. Et dites-vous, les amis, que c'est pendant mes recherches que je suis tombée sur ces témoignages, mais qu'il y en a pléthore. Je n'avais que l'embarras du choix. Alors bien sûr, pris individuellement, ces récits pourraient être archivés comme genre histoire bizarre, oui-dire, foutaise, et j'en passe. Sauf que, comme je vous le disais plus haut, il y a aussi des preuves factuelles qui sont répertoriées. En 78, il y a eu le KH11, dont je vous disais plus haut, qu'il a enregistré une chaleur anormale, qui ne correspond à aucune activité volcanique. Mais il y a encore en 1987, un mémo de la FAA qui évoque la nécessité de surveiller une région du canyon pour des anomalies souterraines persistantes. Il y a aussi en 2021, un leak prétend que 38 squelettes de plus de 2,70 m sont conservés dans les sous-sols du Smithsonian, qui viennent du Grand Canyon. 2025 encore, un rapport partiel de l'USGS parle de cavités artificielles, non naturelles, dans le secteur d'Isis Temple. Quand vous commencez à placer tous ces éléments sur une même ligne, ils cessent d'être des anecdotes indépendantes et commencent à former un motif. C'est à ce moment-là qu'intervient un autre récit, plus littéraire en apparence, celui d'une équipe menée par une certaine docteure Elizabeth Carter, dans les années 50 cette fois, lorsque les premiers témoignages d'OVNI au-dessus du Grand Canyon ont commencé à circuler activement. On parle de lumières silencieuses, survolant les sections les plus inaccessibles, de trajectoires impossibles, d'objets stationnaires au-dessus des zones qui déjà à l'époque étaient déconseillées au public. Dans le dossier, un autre nom revient, presque en marge, presque en parasite, comme une signature posée dans les interstices. Celui, donc, de la mystérieuse Dr Carter. Et c'est là que les choses deviennent encore plus étranges, parce que dans les registres officiels, dans les publications scientifiques, dans les archives universitaires, cette femme n'existe pas. Je l'ai cherchée de partout, je ne l'ai pas trouvée. Pas de thèse, pas d'affiliation, pas même une notice nécrologique. Et croyez-moi, j'ai fouillé. Et pourtant, dès que l'on plonge dans les couches souterraines du récit, forum d'ufologie des années 2000, vieux thread 4chan aujourd'hui supprimé, blog disparu retrouvé seulement via des fragments de Wayback, le nom Carter apparaît à intervalles réguliers, toujours dans des contextes similaires. Une physicienne qui travaillerait en dehors des institutions, une exploratrice qui aurait documenté des phénomènes impossibles dans les cavités du canyon, une femme qui aurait tenu un journal de terrain introuvable aujourd'hui et dont chaque mention semble pointer vers des zones que le public n'est jamais censé voir. Je vous dis, j'ai dû creuser un truc de fou. Les récits ne concordent pas sur son visage, ni sur son âge, ni même sur la décennie où elle aurait opéré. Et ça, il faut que je sois claire. Mais ils décrivent tous la même chose. Quelqu'un qui descend
là où il ne faut pas descendre, quelqu'un qui cherche ce que d'autres ont pris soin de refermer, et quelqu'un dont le nom flotte dans les dossiers comme une ombre portée. Je suis devenue dingue, j'ai pas de photo, j'ai rien, mais c'est trop récurrent pour que j'en parle pas. Alors peut-être que Carter n'est pas un nom, peut-être que c'est un masque, un emprunt, une identité par appui, utilisée par plusieurs personnes au fil du temps, une manière aussi peut-être de signer des découvertes qui ne doivent pas être attribuées à un individu réel. Ou peut-être qu'il y a eu une vraie Dr Carter, effacée proprement des registres, précisément parce que ce qu'elle a trouvé ne pouvait pas être rattaché à une personne vivante. En tout cas, dites-vous que j'ai cherché pour au moins avoir une illustration. Impossible. Mais quoi qu'il, le docteur Carter, physicienne et chercheuse un peu en marge, aurait donc rassemblé une équipe d'explorateurs, de radioamateurs, de géologues et de passionnés d'ufologie et aurait décidé de descendre dans les zones les plus reculées du canyon. Pas pour admirer le paysage, mais pour traquer des signatures physiques. Résidus de radiation, champs électromagnétiques anormaux, structures artificielles. Apparemment, leur chemin les aurait menés à une cavité où les tribus locales évoquent depuis des générations un endroit où la pierre parle. Ce qu'ils trouvent à l'intérieur est étrangement cohérent avec le récit de Kincaid. Une vaste salle voûtée, des parois lisses où des figures sont gravées, certaines vaguement humaines, d'autres clairement non humaines, des représentations d'objets ressemblant à des véhicules, des disques, des sphères et j'en passe. Ils trouvent des structures métalliques incrustées dans la roche, des alliages qu'ils ne parviennent pas à analyser correctement avec les moyens de l'époque, des traces d'anciennes plateformes, des niches disposées en cercle et surtout, ils sentent quelque chose, une vibration sourde comme si l'air lui-même résonnait. Carter, scientifique apparemment donc ouverte aux idées non conventionnelles, commence à comprendre que cette caverne n'a pas servi uniquement à stocker des corps ou des objets. Des textes fragmentaires laissés sur place, des inscriptions qu'elle ne réussit pas à traduire entièrement, mais dont certains motifs rappellent à la fois des glyphes asiatiques et des symboles méditatifs, suggèrent que ces lieux étaient des centres de rituels. Mais pas au sens folklorique, par contre, attention, on y évoque l'extension de la conscience, la sortie du corps, la perception du temps comme une sphère plutôt qu'une ligne. La possibilité d'accéder à des couches de réalité normalement imperceptibles. La caverne ne sert pas de tombeau, elle sert de lentille. Les anciens ne venaient pas y mourir, mais y voir. Plus loin, dans un réseau plus profond, son équipe tombe sur une salle circulaire où trône un dispositif complètement différent de ce que l'on attendrait dans une grotte sacrée. Une sorte de machine composée de segments métalliques, de surfaces polies disposées en anneaux, avec en son centre un disque épais, doré, dont la surface semble absorber la lumière au lieu de la réfléchir. Les instruments réagissent bizarrement, certains s'éteignent, les montres se désynchronisent, les enregistrements audio sont perturbés. Carter note dans son journal que le temps dans cette salle semble se dilater, que quelques minutes ressenties réelles comme une immersion profonde se révèlent n'être que des secondes sur les chronomètres. Puis à d'autres moments, elle décrit tout l'inverse. Cette salle, que certains appelleront plus tard le cœur du système, ressemble tellement aux descriptions du projet Looking Glass, les amis, qu'il est difficile de ne pas les relier. En tout cas, moi, tout de suite. Selon les fuites qui circulent, Looking Glass, vous le savez, n'est pas seulement une machine testée dans un laboratoire abstrait. J'ai fait une vidéo, je vous la mets en barre de description. C'est un dispositif installé précisément à des endroits où le substrat géologique, minéral, énergétique permet ce qu'ils appellent une amplification résonante. En clair, pour eux, certains lieux de la Terre se prêtent mieux que d'autres à des expériences sur la structure du temps. Et forcément, le Grand Canyon, avec ses couches de quartz, ses failles, ses cavités, ses histoires de pierres qui chantent, en fait complètement partie. C'est ici que le dossier cesse d'être une simple affaire d'artefacts et de momies géantes pour devenir une affaire de perception temporelle. Les documents liés à Looking Glass évoquent des projections dans le futur, non pas comme des visions mystiques, mais comme des résonances. Les opérateurs parlent de scénarios, de branches, de possibilités qui se superposent, jusqu'à ce qu'un événement mette fin à tout.
En 2003, une séance différente des autres aurait eu lieu dans une salle contenant un disque doré vibrant à 432 Hz, fréquence associée dans de nombreuses traditions au cœur, à l'harmonie, au cycle naturel. Les techniciens lancent la procédure, s'attendent à voir comme d'habitude une multiplicité de futurs, mais cette fois, tout se resserre et une seule date se détache, 2032. En 2023, un ancien ingénieur du programme, placé sous protection encore aujourd'hui, raconte ce moment. Il explique que la dernière activation du disque n'a pas produit un éventail de probabilités, mais une ligne unique vers une année précise, 2032. Comme si toutes les bifurcations possibles avaient cessé d'exister ou s'étaient refermées sur ce point. Il dit que ce qu'ils ont perçu n'était pas une catastrophe spectaculaire telle que nos scénarios de fin du monde aiment les imaginer, pas une seule image de guerre thermonucléaire ou de pandémie globale, mais quelque chose de plus difficile à nommer. Il a appelé ça un basculement, une sorte de convergence entre des couches de réalité qui jusque-là étaient séparées. Une impression que les mondes se rapprochaient, que les barrières cédaient, que ce que nous appelons passé, présent, futur, haut, bas, visible, invisible, s'effondrerait sur une seule scène. Il raconte que dans la salle, certains ont eu la sensation d'être observés à leur tour, non pas par une entité au sens classique du terme, mais par le système lui-même, comme si la machine avait cessé d'être un outil pour devenir un miroir. Il dit que les ingénieurs, pourtant habitués à manipuler des concepts abstraits, ont été pris d'une panique très archaïque, une peur viscérale qu'aucune donnée scientifique ne parvenait et ne parvient à justifier. Comme si une partie de leur être savait que certains seuils ne doivent pas être franchis. À partir de ce jour, le programme Looking Glass s'est officiellement fermé. Officiellement pour des raisons budgétaires, officieusement selon lui, parce que ceux qui avaient regardé à travers le disque savaient qu'ils avaient touché quelque chose qui les dépassait. Dans les notes internes, un mot revient, convergence. Le sentiment que les futurs ne se déploient plus en éventail, mais se referment en un nœud. Et quand on retourne à la prophétie Hopi, transmise en 1948 par le clan de l'araignée, on lit ceci. Le 4e monde touche à sa fin. Le signe sera quand la pierre bleue chantera, quand le lotus s'ouvrira dans le canyon, quand les étoiles descendront dans la pierre, quand les hommes blancs creuseront trop profond et réveilleront les Ant People, les peuples fourmis. Alors les justes redescendront dans le Sipapuni avant que le ciel tombe. Pierre bleue, lotus dans le canyon, étoiles qui descendent dans la pierre, hommes blancs qui creusent trop profond, êtres souterrains réveillés, fin d'un monde, convergence des couches de réalité. C'est exactement le langage qu'utilisent sans le vouloir nos ingénieurs modernes lorsqu'ils parlent de points de bascule, de scénarios compressés, de systèmes saturés. Lorsque l'on réunit les trajectoires de Kincaid, de Carter, du Smithsonian, des satellites, des témoignages contemporains, des programmes gouvernementaux, des traditions Hopi, des cavernes qui vibrent, des machines qui plient le temps, des artefacts impossibles, des zones floutées et des hélicoptères sans matricule, le Grand Canyon cesse définitivement d'être un paysage pour devenir un nœud. Un point où la Terre garde en mémoire les civilisations précédentes, où des structures non humaines continuent de fonctionner, où des humains modernes ont tenté d'intervenir, de mesurer, de comprendre, parfois même de contrôler, et où quelque chose, en retour, se met maintenant à leur répondre. Ce qui est scellé aujourd'hui derrière les parois interdites ne relève peut-être pas uniquement de l'archéologie, les amis. Ce que Kincaid a vu comme une cité pourrait être un centre, un cœur, un endroit où des êtres, humains ou non, ont appris à utiliser la géologie, le son, la lumière, les champs électromagnétiques pour étirer la conscience et plier le temps. Des rituels qui, vus de loin, ressemblent à des cérémonies, mais qui, vus de près, sont des protocoles. Des idoles qui, vues comme des statues, sont interprétées comme des dieux, mais qui, vues comme des interfaces, deviennent des appareils. Un disque d'or qui, vu comme un symbole, est appelé artefact, mais qui, vu comme un instrument, devient un miroir temporel.
Et peut-être que la raison pour laquelle l'Arizona Gazette a été effacée, pour laquelle Kincaid a disparu, pour laquelle Jordan s'est volatilisé, pour laquelle les 18 chercheurs du Smithsonian n'ont rien écrit, pour laquelle certaines zones du canyon sont floutées, survolées, patrouillées, n'est pas seulement de cacher une découverte embarrassante du passé, mais de retarder une confrontation avec ce basculement dont les anciens parlaient déjà. Peut-être que ce qui se joue sous le Grand Canyon n'est pas la protection d'un secret archéologique, mais la gestion d'un seuil. Un seuil qui porte un nom discret, une date qu'on ne prononce pas et qui résonne malgré tout comme un battement sourd. 2032. Voilà les amis, je vous l'ai dit, j'ai mis du temps à vous le faire depuis le moment où je vous en avais parlé parce que vous avez pu voir que j'ai creusé, mais pas que creusé. Je suis arrivée de l'autre côté de la Terre tellement j'ai essayé de connecter les points, je suis allée dans les bibliothèques, j'ai cherché. Donc avant que mes petits haters préférés et autres trolls viennent discuter avec moi de ce qu'ils ont trouvé sur les premières pages de Google, abstenez-vous parce qu'on va régler ça. On va régler le problème de ceux qui viennent discuter avec moi comme si j'étais celle qui avait annoncé les découvertes. Alors juste pour le cadre et pour m'éviter de lire des commentaires désobligeants et hors sujet, parce que je vous explique pas les commentaires hors sujet. Et moi j'ai une vraie intolérance vis-à-vis de la bêtise. Donc pour éviter... Petit contexte, je ne suis pas Carter, je ne suis pas celle qui a écrit l'article, ce ne sont pas mes théories, je ne sors pas tout ça de mon chapeau parce que si ça avait été de la pure fiction de ma tête, autant vous dire que je l'aurais gardé pour mon second livre, parce que n'oubliez pas, le premier est toujours en vente sur Amazon et la page participative arrive très bientôt, mais le deuxième tome va bientôt se lancer et en vérité... si c'était des histoires inventées, j'arrêterais de les traiter comme ça et je les écrirais dans mon livre. Donc, cessez. Vous n'êtes peut-être pas d'accord, je conçois. Pour vous, ce n'est pas crédible, certes, mais les éléments que j'ai donnés sont factuels, sont issus de recherches lourdes, pénibles et ardues. Donc, s'il vous plaît, ayez au moins le respect de mon travail. Voilà, cette fois-ci, tout est dit et bien dit. Les amis, n'oubliez pas que pour m'aider, la meilleure solution, c'est de liker, de partager, de commenter et de booster. Les petits nouveaux, abonnez-vous, ça aide la chaîne, ça vous coûte rien, vous cliquez et vraiment, je le répète, ça aide les petits créateurs de contenu comme moi. Pour les autres, on se retrouve rapidement jeudi prochain, qui sera jeudi et pas dimanche. Et en attendant, je vous souhaite une très belle fin de dimanche. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.